Bonjour, Eric Garcia, centre hospitalier de Pau. Nous allons parler de la perception du risque infectieux par les soignants et les leviers permettant de changer les pratiques. On pourrait commencer cette histoire par une situation que nous avons tous vécue. Quand Kevin était petit, ses parents lui disaient de bien étudier à l'école afin d'avoir un bon métier. Toutefois, comme beaucoup, Kevin n'a pas toujours fait ses exercices de maths. On a aussi dit à Kevin d'être prudent juste après l'obtention de son permis de conduire. Toutefois, comme beaucoup, Kevin finit par avoir un accident. Et on a dit à Kevin de se laver les mains avant d'aller manger. Toutefois, il a fallu que Kevin ait quelques gastro pour prendre en compte le conseil. On voit là que notre problématique n'est pas centrée sur les soignants et leurs pratiques en hygiène, mais bien une mécanique psychologique classique présente dans l'ensemble de nos comportements. De plus, on s'aperçoit facilement que la perception du risque est quelque chose d'extrêmement subjectif. Certains enfants peuvent s'inquiéter d'une simple peluche qui fait du bruit, là où certains jeunes adultes peuvent avoir une perception du risque aigu extrêmement différente de la nôtre et faire du base jump en moto. Et là où d'autres personnes encore peuvent avoir une perception du risque chronique très différente de la nôtre en faisant de la moto sans casque, en consommant de l'alcool et en fumant alors qu'ils ont une notion que cela est dangereux pour la santé. Reprenons donc un cran en arrière. La perception du risque est un construit social. De quoi parle-t-on ? Le risque, c'est la probabilité de survenue d'un fait ou d'un événement qui va nous porter préjudice. La perception du risque, c'est l'appréhension par le sujet d'un certain nombre de critères subjectifs qui vont lui faire évaluer la probabilité de ce fait ou du préjudice. Finalement, étudier la perception du risque signifie examiner les opinions que les individus expriment lorsqu'ils doivent évaluer des situations plus ou moins risquées et adapter leur comportement en conséquence. Par opposition aux variables dites proximales, liées au risque lui-même, les variables dites distales sont liées aux caractéristiques individuelles, sociodémographiques ou psychosociales de la personne qui va évaluer ce risque. Ces variables distales sont extrêmement nombreuses et ont des impacts différents en fonction des individus, des communautés, des paradigmes, etc. On peut toutefois noter un élément central dans notre perception du risque. La subjectivité de notre perception est directement liée à notre expérience. Le monde se résume pour nous à ce que l'on connaît, à ce que l'on a déjà expérimenté. Et bien que le chien qui est à gauche de l'image soit particulièrement mignon, si vous vivez en Europe, vous devriez avoir rapidement reconnu un pitbull et avoir une notion aiguë du risque qu'il représente. Pour l'animal situé au centre de l'image, il se peut que vous ne le connaissiez pas, mais que son aspect extérieur vous inquiète, et que l'absence de connaissance autour de ce risque génère un doute et une appréhension supérieure, bien qu'il s'agisse en fait d'un tout petit marsupial extrêmement gentil. Enfin, l'image de droite qui représente un joli coquillage a des chances de n'évoquer aucun signal d'alarme si vous vivez en Europe, alors qu'il s'agit d'un conte géographe dont la piqûre est mortelle si vous le ramassez. Notre expérience du monde est donc un point central, qui fixe le paradigme de référence, nous indiquant quels sont les comportements à risque, les comportements souhaitables et ceux à éviter. Mais nous ne construisons pas uniquement notre vision du monde sur notre expérience individuelle. Nous la construisons aussi avec le partage des expériences vécues par nos proches, en échangeant autour des expériences des uns et des autres pour construire une représentation commune. Toutefois, cela n'est vrai qu'à condition que l'on accorde du crédit à l'expérience des autres. Il faut donc que l'autre soit d'une culture suffisamment proche de la nôtre, qu'il soit validé par notre groupe, pour que l'on puisse porter crédit à ce qu'il dit, que l'on valide son opinion. Sinon, l'écart culturel, ou le rejet, peut amener à une remise en cause du paradigme commun. Il y a une non-appropriation des valeurs. Ce phénomène, classique en sociologie, peut bien évidemment se retrouver d'un pays à l'autre, d'une culture à une autre. Mais, au sein d'un même pays, il peut y avoir des sous-groupes extrêmement différents, comme l'illustre la diapositive avec des comportements alimentaires et sportifs extrêmement éloignés au sein d'une population. Elle peut partager un même pays, une culture globalement identique, mais avoir des spécificités très marquées. Si notre perception du risque est influencée par notre vision du monde, nos groupes sociaux et notre cadre de référence, qu'en est-il de notre adhésion au discours, au conseil ?
Rappelez-vous qu'en communication, le sens du message se mesure du point de vue de celui qui le reçoit. Reprenons l'histoire de Kevin. Si Kevin rentre chez lui en ayant eu une mauvaise note en mathématiques, alors qu'il a trouvé le bon résultat à l'équation, il ne comprend pas pourquoi sa professeure et ses parents sont aussi fâchés. Ce qui était important pour la professeure était la qualité de la démonstration. Ce qui était important pour les parents était la note, et ce qui était important pour Kevin était d'avoir trouvé le bon résultat. Une situation identique pourrait être retrouvée si l'équipe d'hygiène identifie un taux de non-conformité de 100% sur la pose de voie veineuse dans un service de soins, que la cadre de santé était mécontente de ce résultat, alors que les soignants opposaient le fait que la non-conformité est liée à une discordance du processus de pose, mais qu'il n'y a pas d'infection sur ces voies veineuses. Nous avons ici des cas classiques d'opposition d'objectifs entre le but et le processus. Kevin peut vouloir trouver le résultat, le but, alors que sa professeure peut souhaiter qu'il démontre son raisonnement, le processus. Toutefois, si le résultat est juste mais le raisonnement faux, ou si le raisonnement est juste mais que le résultat est faux, on s'aperçoit que selon le critère observé, il n'est pas toujours un bon indicateur. Un indicateur cesse d'être fiable lorsqu'il devient une cible. Prenons l'exemple de la consommation de solutions hydroalcooliques dans les hôpitaux, en général utilisé comme indicateur sur la qualité du respect des mesures d'hygiène. Si l'on oppose à un service une faible consommation de son stock, alors que celui-ci est par ailleurs dépositaire d'un stock stratégique dédié aux situations sanitaires exceptionnelles, il y a un désaccord entre les auditeurs qui trouvent un taux de consommation faible et les opérateurs qui considèrent utiliser le stock de soins de manière proportionnée en excluant spontanément le stock stratégique de leur évaluation. Dans une situation inverse, on pourrait avoir une consommation du stock de solutions hydroalcooliques extrêmement élevée, et donc un indicateur positif, alors que des gens détournent le stock ou le jettent dans le but de cocher l'indicateur. Un indicateur cesse donc d'être fiable à partir du moment où il est identifié comme une cible. Le premier point est donc de clarifier exactement l'objectif de chacun, et il se peut classiquement que nous n'ayons pas tous les mêmes cibles. L'opérateur souhaite en général prodiguer des soins selon son paradigme et ce qu'il considérera être bon pour le patient. La direction souhaite, elle, prodiguer la meilleure qualité de soins en fonction d'éléments organisationnels et financiers. L'encadrement souhaite, en général, pouvoir passer les différents audits et les différents indicateurs avec succès. L'équipe d'hygiène hospitalière, elle, souhaite, en général, vérifier que les processus et les indicateurs de respect des procédures d'hygiène. Là où finalement, le patient, lui, se fiche de ces différents éléments et a pour simple objectif de guérir et de pouvoir rentrer chez lui. Si l'axe global est approximativement dans la même direction, les enjeux individuels et les processus mis en œuvre seront différents. Cela peut facilement engendrer des situations de tension si l'on utilise une approche behavioriste qui génère de la réactance. Le behaviorisme correspond à un courant pédagogique dans lequel un comportement est renforcé par des stimulus positifs, des récompenses, lorsque le comportement est considéré comme adapté, ou par des stimulus négatifs, punitions, lorsqu'il est considéré comme inadapté. Le but est de renforcer les comportements positifs et de limiter les comportements négatifs. Toutefois, s'il s'agit d'une méthode pédagogique classique que beaucoup d'entre vous ont connue lors de leur scolarité, elle utilise un rapport extrêmement ascendant, peu facilitant avec les adultes et engendre en général un phénomène de réactance important. La réactance, c'est le mécanisme de défense psychologique qui nous encline à résister à une contrainte qui limiterait notre choix ou forcerait notre comportement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, simplement parce qu'elle limite notre liberté d'action. Lorsque les parents de Kevin lui signifient qu'il ne pourra pas aller jouer avec ses amis tant qu'il n'aura pas rangé sa chambre et effectué ses exercices de maths, cela a tendance à énerver Kevin, qui va résister à l'idée de ranger sa chambre ou de faire ses exercices, car il se sent privé de sa liberté de choix. Alors, face à ce constat et ces difficultés, que faire? Eh bien, nous allons aborder 3 outils pratiques qui peuvent nous aider dans ces situations. Le premier est de co-construire la solution, en étant centré sur le but. Il faut différencier l'expertise de process versus l'expertise de contrainte.
Si l'équipe d'hygiène hospitalière connaît bien les différents processus nécessaires à un contrôle des infections dans une structure de soins, les opérateurs de terrain, eux, connaissent bien les contraintes temporelles ou d'organisation auxquelles ils sont soumis. En identifiant les buts de chacun, avoir un process d'hygiène adapté aux données de la science, mais aussi avoir le moins de contraintes opérationnelles possible pour travailler, il va être possible de définir ensemble un but commun, soigner le patient dans des conditions organisationnelles acceptables, tout en respectant les principes d'hygiène validés. Et nous allons donc pouvoir enclencher une co-construction de la solution. Voici un exemple. Dans les services d'urgence, la pose d'une deuxième voie veineuse, dite de sécurité, répond au principe de la redondance des systèmes critiques et notamment de l'accès vasculaire à un patient dont l'état est instable. Toutefois, ces voies veineuses, qui sont en général posées avec des valves anti-retour ou des cathéters obturés, ne correspondent pas à la procédure officielle de l'établissement et leur maintien sur des patients au-delà de 48 heures après l'admission en service amène à un taux d'infection trop important. Après un travail commun entre les équipes opérationnelles des urgences, l'encadrement et le service d'hygiène hospitalière, il a été convenu de maintenir la pose de ces voies veineuses de sécurité en améliorant le processus de pose, avec rinçage pulsé, etc., mais aussi d'une procédure de retrait systématique par le personnel des urgences au départ du patient pour un service de soins, alors que la situation de santé du patient est considérée comme stabilisée, évitant l'usage au long cours de cette voie veineuse et diminuant de fait le taux d'infection associé. Un deuxième outil utile est la stratégie du middleman. Le middleman est un agent qui se situe à la frontière entre l'encadrement et l'opérateur de terrain. Il fait partie du groupe, il est admis et reconnu par le groupe, mais il porte des valeurs opérantes pour l'encadrement. Il est donc vecteur de modèles de rôle, auxquels vont pouvoir s'identifier les opérateurs moins expérimentés. C'est la posture du grand frère. Il s'agit typiquement de Mathilda, la grande sœur de Kevin, qui, lorsqu'elle dit à Kevin qu'il est important qu'il progresse en maths, parce qu'elle fait partie du groupe social de référence de Kevin et que ses opinions sont validées par Kevin, permet d'influencer le cadre de référence de celui-ci plus efficacement. Alors que l'opinion de son institutrice, qui est considérée comme n'étant pas du groupe de Kevin, ou celle de ses parents qui, s'ils sont plus proches de lui, ont malgré tout un décalage, verront la portée de leurs conseils limitée par le crédit accordé par Kevin. Voici un exemple d'utilisation de la stratégie du middleman. L'usage d'un rétexte détaillé d'intervention préhospitalière complexe, mettant en avant le respect des règles élémentaires d'hygiène et du triangle propre-brassal lors de la pose d'une voie veineuse par un opérateur dans une situation difficile, a permis de faire relativiser la difficulté perçue à respecter les règles d'hygiène en conditions préhospitalières standards, et, par voie de conséquence, le respect des règles en intra-hospitalier. Il ne s'agit plus ici d'une injonction d'autorité, mais bien de la démonstration de la faisabilité et de l'appropriation de ces règles par des opérateurs expérimentés du service. Un deuxième exemple de l'utilisation du middleman est celle de l'adaptation des photos d'une procédure institutionnelle sur le port des EPI en situation à risque biologique. En mettant des photos d'un agent interne au service, expérimenté, ancien et reconnu par ses pairs, on indique qu'il s'agit d'une procédure qui, de fait, a été validée par cet agent. Elle est portée par quelqu'un qui possède des valeurs communes au groupe, qui est intégré, validé par le groupe, facilitant l'appropriation de cette procédure par le reste des opérateurs. Il ne s'agit plus d'une procédure imposée d'autorité, mais bien d'une procédure interne portée par un ou des opérateurs expérimentés du service. Un troisième outil sur lequel il est intéressant de travailler est de basculer progressivement d'un élément de motivation externe vers des éléments de motivation interne. Passer d'une régulation externe, faire les choses parce qu'on y oblige, à une régulation introjectée, on intériorise la contrainte notamment en ressentant de la culpabilité à ne pas la suivre, vers une régulation identifiée, l'action prend sens pour Kevin et, bien qu'il n'y prenne pas de plaisir, il en valide la nécessité. Vers, en dernier lieu, une régulation intégrée, l'activité est cohérente avec les valeurs et le paradigme du sujet. Kevin est porteur de la décision et de la motivation. Kevin pourrait faire ses exercices de maths parce que son institutrice lui impose, ou parce qu'il ressentirait de la culpabilité à mettre ses parents en colère de ne pas faire ses exercices, ou bien parce qu'il veut faire comme sa grande sœur et réussir ses études, mais cela lui est pénible, ou bien encore
parce qu'il comprend le sens de ces exercices, apprécie de les faire. Cela a du sens pour lui. Pour illustrer la façon dont on peut mettre cela en place de manière opérationnelle dans un service de soins, je prendrai l'exemple qui a été mis en œuvre à l'hôpital de Pau sur le risque NRBC. La réalisation et la diffusion d'un rétexte extrêmement détaillé sur la mission Chardon 3, à laquelle ont participé différents personnels de l'établissement, a amené une prise de conscience des enjeux liés aux procédures d'isolement du port de pays et du travail en secteur contaminé auprès des opérateurs des services de soins critiques. Cela leur a permis une projection personnelle, à augmenter leur désir de se former pour pouvoir participer à ce type d'opération et à augmenter considérablement les demandes de formation au risque NRBC, amenant, in fine, à une amélioration des pratiques opérationnelles et à un investissement de ce sujet par les opérateurs de terrain. Attention malgré tout, si ces propositions présentent des intérêts certains, plusieurs pièges jalonnent leur mise en place. Nous aborderons les trois principaux. Le premier est d'utiliser une gestion par poussée et non une gestion par attraction. Dire que vous avez un taux de non-conformité de 30% est extrêmement différent de dire que vous avez un taux de conformité de 70%. La littérature scientifique abonde de données en faveur des pédagogies positives. L'incitation et la récompense sont beaucoup plus opérantes que la contrainte ou les sanctions. Je vous renvoie à la notion de réactance citée avant. Malgré tout, il ne s'agit pas d'une posture philosophique, décorrélée des contraintes managériales ou réglementaires que l'on peut retrouver dans une grosse structure. Il y a donc, évidemment, une posture intermédiaire à trouver, à base de pédagogie positive, de renforcement positif, tout en indiquant un jalonnement lié aux contraintes scientifiques, réglementaires ou structurelles. Le second piège qu'il nous faut éviter est le focus sur une problématique micro au détriment de l'efficience macroscopique du système. C'est le conte populaire d'un général qui, voulant gagner la guerre, va voir le meilleur de ses forgerons pour lui demander de lui forger la plus tranchante des épées. Le forgeron lui répond que, s'il veut gagner la guerre, il sera bien plus utile de fabriquer des fers pour les chevaux de sa cavalerie plutôt qu'une seule épée aussi tranchante soit-elle. Un des exemples pratiques pour illustrer cela est l'énergie investie pour maintenir l'observance à écrire la date d'ouverture des flacons d'antiseptiques dans le service des urgences, malgré une consommation rapide et un taux de vénite faible ou mal objectivé, amenant à une compliance extrêmement faible de la part des opérateurs. Alors que par ailleurs, plusieurs patients par an étaient diagnostiqués porteurs de maladies à transmission aérienne après avoir été mis en attente dans des zones non prévues pour cela, type couloir, engageant un travail colossal d'identification des sujets contacts et de mise sous traitement prophylactique des agents et des patients exposés. Après un travail conjoint avec les opérateurs, l'encadrement, le service d'hygiène et les référents NRBC, le projet de reconstruction des urgences a inclus une zone à haute densité virale permettant d'isoler un patient ou d'étendre cette zone jusqu'à 1+4, 5 patients, voire, en cas d'épidémie, de transformer tout un secteur en haute densité virale et pouvoir accueillir 30 patients dans une zone adaptée, avec sas d'entrée, ventilation dédiée, etc. Ce projet a été extrêmement fédérateur pour l'équipe, porteur de sens, et a amené en corollaire une augmentation du respect des procédures d'isolement au quotidien. Enfin, une troisième difficulté à éviter est de vouloir modifier les procédures, habitudes et organisations de manière importante et rapide lorsque le delta avec l'attendu est notable. Cela engendre des mécanismes de résistance au changement qui vont freiner le processus et puiser dans l'énergie investie de manière importante. Si le niveau requis de Kevin afin de pouvoir rentrer en sport-études tennis se situe loin de son niveau actuel, et que son entraîneur de tennis se met à lui corriger l'intégralité des problèmes dès sa première séance, cela va mener une surcharge cognitive importante, une diminution de son sentiment d'efficacité personnelle et une pression introjectée importante. En dehors des situations critiques ou intolérables, il est préférable de mettre en œuvre un calendrier progressif amenant à une modification lente du paradigme des opérateurs afin qu'ils puissent intérioriser les comportements et être porteurs du changement. En conclusion, il est intéressant de co-construire une solution adaptée aux contraintes des opérateurs de terrain, vers un but fixé par l'encadrement, mais validé conjointement. De limiter la réactance par une pédagogie positive, en utilisant notamment le modèle de rôle de middleman identifié dans le service. Enfin, passer d'une motivation externe à une motivation intrinsèque, en modifiant petit à petit le paradigme des opérateurs. Vous trouverez ici des éléments bibliographiques. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes disponibles aux coordonnées ci-dessous pour toute question ou demande de précision.